Bienvenue à Soldats résilients, ici le padre Louis-Martin Lantier. Aujourd'hui, nous parlons des attitudes à développer pour maintenir de bonnes relations interpersonnelles malgré les opinions diverses. Je suis avec le padre Nicolas Rivard, aumônier au 12e régiment blindé du Canada à Trois-Rivières. Bienvenue, Nicolas. Merci. Si tu veux bien, on va se tutoyer. On travaille ensemble, on se connaît. On est en contexte COVID. C'est pas facile pour personne, hein, comme on le sait. On en entend beaucoup parler dans les médias, un peu partout. Ça fait les manchettes. On entend beaucoup de discours, de commentaires, d'opinions qui sont différentes, qui sont divergentes. Comment, en cette période, adopter une attitude pour ne pas entrer en opposition avec les autres? On est tous un peu témoins des fois là, de débats qui virent mal, mettons, ces médias sociaux, tu sais. Puis ça, souvent, ça n'a pas nécessairement de conséquences, à part d'être choqué un petit moment. Mais ce qui me dérange un peu plus, c'est quand ça touche nos relations amicales, notre famille ou même nos relations de travail. Moi, j'ai vu des amitiés se briser là, dans la dernière année là, à cause de points de vue divergents. Puis, dans le fond, c'est un peu ça que je vais aborder, c'est comment qu'on peut trouver des trucs pour bien débattre, hein, pour bien argumenter, puis même s'obstiner des fois, mais sans que ça dégénère. On sait qu'en temps normal, il y a environ une personne sur 4 qui a des problèmes de santé mentale. À différents niveaux. À différents niveaux, mineurs, etc. Là, on est rendu à 1 sur 2. Hein? On verra avec la suite des événements jusqu'où ça va se rendre, mais les gens sont à bout. Hein? Les gens sont épuisés, puis ça l'escalade vite des fois. Fait que ce que je dirais, c'est que quand on débat de choses scientifiques, hein, quand on débat, mettons, quand là, tout le monde a son opinion. Moi, j'ai 4 façons de voir les choses quand on est avec quelqu'un puis qu'on débat. Le premier niveau de débat, je dirais, c'est le niveau idéal, c'est le niveau scientifique ou argumentatif. Mais pour être capable de débattre sur un plan scientifique ou argumentatif, il faut être capable d'être objectif puis d'être neutre. Quand on est capable, justement, de se concentrer sur les faits, puis qu'on ne le prend pas personnel, hein, puis qu'on est rigoureux. Le deuxième niveau, je dirais, qui arrive souvent dans notre travail, c'est le niveau professionnel. Dans une réunion, hein, il y a tout le temps un lieu où on peut suggérer à notre boss hein, une alternative ou quelque chose qu'on n'est pas d'accord. Mais quand c'est le temps d'agir, là, on n'est plus au niveau scientifique. On est au niveau qu'on fait notre travail. Le troisième niveau, qui est encore moins rigoureux, c'est le niveau amical ou sympathique. Quand on jase avec nos amis, instinctivement, on va prendre leur bord. On est sympathique, comme on dit, on vit avec eux. Puis la quatrième posture, bien, moi, je la suggère souvent, c'est celle qu'on appelle la posture empathique. Je dirais même parfois thérapeutique. On écoute les émotions de la personne. Puis surtout quand on voit qu'on est avec quelqu'un qu'on n'est pas d'accord, vraiment pas d'accord, ou qu'on pourrait même dire c'est un peu irrationnel ce que la personne est en train de me dire, c'est toujours adéquat de prendre le temps quand même de l'écouter en se disant je ne suis pas d'accord, mais j'accueille la frustration, j'accueille la colère, j'accueille le découragement, puis je montre mon support, mais on ne débat pas dans ce temps-là. C'est intéressant. Donc, ça veut dire on écoute la personne, sans porter de jugement et surtout sans le porter sur nous. Exactement, hein? Exactement. Parce qu'on se donne la liberté, nous, intérieurement, de ne pas être d'accord. Tu sais, c'est correct. Mais là, on se dit, oh, je suis à ce niveau-là. Là. Je suis là pour accueillir puis supporter la personne. Et la personne, ça lui fait du bien parce qu'elle peut ventiler, exactement. Elle peut s'exprimer. Donc, ce serait quoi les attitudes à adopter pour éviter, justement, d'entrer dans des confrontations qui sont stériles? Je vais commencer par deux affaires. Hein. Je vais parler de ce qu'on appelle les biais cognitifs, de savoir ce que c'est, comment ça l'influence, hein, comment les voir, puis aussi du niveau de preuve en sciences. Le premier, c'est le biais cognitif. C'est un gros mot scientifique, juste pour dire que, normalement, les êtres humains, on est des êtres d'émotion. On a des préjugés, puis on regarde les choses selon qui on est. Avec nos lunettes à nous autres. Avec nos lunettes. Un des biais cognitifs les plus fréquents, c'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Ça veut dire que, naturellement, instinctivement, tout le monde, là, on va aller chercher ce qui fait notre affaire. D'ailleurs, c'est comme ça que marche l'algorithme de Facebook. On est fait comme ça. Fait qu'il ne faut pas s'en vouloir d'être fait comme ça. C'est pas naturel d'être objectif, d'être neutre. D'être pondéré, comme on dit, d'aller voir même les contre-arguments. C'est parce que ça demande d'aller plus loin que nos émotions, nos sentiments. Exactement. De se faire une tête, hein, comme on dit, se faire une tête sur le sujet. Puis ça, c'est un truc, de dire que quand vous voyez que quelqu'un
n'est pas capable d'aller au-delà de son opinion, n'est pas capable d'accueillir un contre-argument, n'est pas capable de débattre, je dirais, de façon calme, neutre, des faits, ou qui fait comme « Ah non, ça vient de là, c'est pas bon », puis que quelqu'un est tranché, ça veut dire qu'il est dans une position de biais cognitif fort. Ça peut être un truc. Le deuxième, c'est le niveau de preuve scientifique. Souvent, les gens, ils disent « Ah, je l'ai entendu, là, il y a tel épidémiologiste ou tel scientifique qui a passé à la TV, il a dit ça. » Ça, là, même que si c'est un expert, c'est le plus faible niveau de preuve en sciences. Hein? Ça veut dire que l'opinion de quelqu'un, même si c'est un scientifique. On en a parlé, souvent, on va lire des articles de journaux, des textes dans l'actualité, on va glaner de l'information sur Internet, puis là, on se croit spécialiste, là. On devient comme des gérants d'estrade. Comment faire pour ne pas entrer dans ce piège-là? C'est un peu ça le but de ce que j'essaye de partager avec toi depuis le début, c'est d'être indulgent envers soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire accepter qu'on est fait de même. Qu'on est des êtres subjectifs, on est des êtres de passion. Quand tu viens de parler de gérant d'estrade, ça, c'est un autre phénomène tout à fait normal. On l'appelle l'effet Dunning-Kruger. C'est un des chercheurs qui l'a nommé. Je vais donner un exemple concret. Au Québec, tout le monde, ou presque, a joué au hockey dans sa vie. Puis, on dit même qu'au Québec, le hockey, c'est une religion. Fait que moi, je suis étonné depuis que je suis tout petit de voir comment il y a des gens que, naturellement, ils se prennent pour le coach du Canadien ou le directeur général, puis qui savent mieux qu'eux autres ce qu'ils devraient faire. T'sais. Quand je parle de l'effet Dunning-Kruger, c'est exactement ça. Ça veut dire que quand on commence à avoir un minimum de compétences, donc on est des Québécois, on joue au hockey, on connaît ça quand même, mais on n'est pas des experts, bien, on surévalue notre compétence. On se croit meilleur qu'on est. On a tendance à diminuer l'expertise des vrais experts. T'sais? Puis là, je dis qu'il ne faut pas nécessairement être d'accord avec tout ce qu'on entend parce que, comme je disais tantôt, parce que c'est un expert qui l'a dit, mais c'est juste de se remettre à sa place. Ça serait le premier truc. Une certaine humilité. On a le droit d'avoir nos opinions, mais on a le droit d'avoir une opinion sur le Canadien de Montréal, mais je ne m'appelle pas Marc Bergevin. Je n'ai pas son parcours, je n'ai pas son expertise. Un deuxième truc que je donnerais, c'est de faire attention à la loi de Brandolini. Un autre nom de quelqu'un. Brandolini, qui, lui, il a observé que, sur Twitter, initialement, que ça prend bien plus d'énergie défaire des faussetés que de les faire. C'est tellement vrai. On a entendu pas mal parler dans les années du terme « fake news ». Oui. Pourquoi on aime tant ça, les fake news? Parce qu'on aime ce qui est spectaculaire. On est dans une société de divertissement. C'est plus facile. C'est plus facile. Ça ne demande pas trop de recherche. Exactement. Puis le défaire, c'est long. C'est plus compliqué. C'est compliqué. Pour mettre de l'espoir, c'est que les études ont démontré aussi que de rétablir les faits, même si c'est long et que c'est difficile, c'est toujours positif à moyen et à long terme. Sur l'intelligence et sur nos relations. Donc, on n'est pas obligé de faire ça tout de suite. Tu sais, comme je disais, des fois, on peut se garder une petite gêne, on reste dans la posture thérapeutique que je parlais au début, puis on se dit, mais on reste, puis on montre notre bonne foi à l'autre, puis on revalide une fois de temps en temps s'il est possible de rectifier les faits. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, ce n'est pas d'avoir raison. Le but, c'est d'être capable de discuter de façon civilisée avec les gens qu'on aime, puis avec les gens avec qui on travaille. Très intéressant. Dans le contexte qu'on traverse actuellement, tout le monde a son mot à dire. Puis on entend toutes sortes de discours, de sons de cloche sur les décisions de nos dirigeants. Comment faire la part des choses? C'est pas évident parce que nos dirigeants sont dans la position où ils doivent prendre des décisions, comme je disais tantôt. Puis là, bon, je sais que ce n'est pas le niveau de preuve scientifique le plus élevé, citer quelqu'un, comme je disais tantôt, mais quand je disais que pour avoir des preuves scientifiques valables, ça prend des années. Donc là, on arrive dans un contexte où on doit prendre des décisions, puis il nous manque d'informations scientifiques. La bioéthique, c'est la branche de l'éthique qui s'occupe d'évaluer ce qui est bon et ce qui est mauvais, surtout en médecine, dans le domaine des soins. On entend souvent parler, entre autres, du principe de précaution. C'est quoi le principe de précaution? C'est justement d'essayer d'évaluer au mieux de nos connaissances, au mieux de nos capacités, mais en l'absence
de preuves scientifiques avec ce qu'on appelle des données provisoires ou des données transitoires, de dire on va prendre la meilleure décision. Un masque, pas de masque, couvre-feu, pas de couvre-feu. On prend des décisions qu'on juge être les meilleures, qui sont peut-être pas les meilleures, mais qu'on croit sincèrement. Ça, c'est de la précaution. La prévention, c'est plutôt quand on le sait. Hein, quand on sait, puis il y a des choses qu'on sait. Quand on fait une prévention contre des maladies infectieuses, on va gérer les contacts, etc. C'est d'autres choses. C'est ça, on gère ça autrement. On gère ça autrement. Et à ça s'oppose la proportionnalité des soins. À ça s'oppose ça. C'est qu'en médecine, je vais donner un exemple d'un médicament. On veut toujours s'assurer qu'un médicament a plus d'effets positifs que d'effets négatifs. Autrement dit, qu'il nous aide plus qu'il nous nuit. Parce que tous les médicaments ont des effets. Puis tous les soins qu'on donne à quelqu'un vont avoir des effets négatifs. Donc, on veut s'assurer que ce qu'on fait, ça a plus d'effets positifs. Donc là, le débat, hein, je vais faire une synthèse de tout le débat. Là, on a des gens, moi je dirais pas dans les extrêmes, là, pas dans les extrêmes. Il y a des gens qui disent, ce qu'on fait, les mesures sont bonnes. Ils nous aident. Puis il y en a d'autres qui disent, oui, mais là, les effets secondaires de ça, santé mentale, suicide, deviennent plus graves que les mesures. Les deux arguments, pour moi, se tiennent. Parce qu'on va avoir la preuve plus tard. Ouais. Puis c'est correct de débattre de ça. Hein? C'est correct de débattre de ça, mais débattons de ça avec des gens qui ont la tête à ça. Quand quelqu'un, je reviens au début, hein? Oui. Quand tous les trucs que j'ai donnés, c'est pour ça. C'est pas pour trouver des trucs pour planter la personne et dire « tu as un biais cognitif, tu n'es pas scientifique ». Non, c'est pour évaluer avec qui on est, puis revenir aux 4 postures. Je suis dans un contexte professionnel, je suis capable d'argumenter scientifiquement, je suis avec mon chum, puis on se supporte, ou je suis avec quelqu'un qui est plein d'émotions, puis j'ai juste à l'écouter. Mais tout ce que j'ai nommé, c'est pour dire, regarde, respectons la divergence d'opinion. Puis c'est pas parce que quelqu'un n'est pas d'accord avec moi que ça m'enlève ma position. Puis moi, j'invite les gens à continuer à lire, à continuer à s'informer, à continuer à avoir leur opinion, mais en même temps avoir une prudence, puis un respect. On est tous à fleur de peau, puis il faut s'entraider aussi. Hein? Une tape sur l'épaule, parfois, ça vaut mieux. Un câlin que de débattre puis de chercher à avoir raison. Nicolas Rivard, merci beaucoup d'avoir participé à Soldats résilients. Merci, ça fait plaisir.